Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. André Perrin, discours médiatique et idéologie dominante. Deuxième et dernière partie. Un questionnement en lisant Journal d'un indigné, c'est on est tous des fois piégés à savoir quelle est l'idéologie dominante et comment se placer, c'est assez subtil. Et ça rejoint un peu ce croyance de luxe, c'est-à-dire il y a ce concept de fenêtre d'Oberton où il y a des pensées autorisées et des pensées non autorisées. Et on se demande qui est le fer de lance. Par exemple, est-ce qu'il peut arriver qu'une personnalité aille trop loin ou dise un truc qu'il ne faut pas dire qui va... Enfin, souvent on dit s'il est étiqueté de gauche, il peut dire ce qu'il veut, mais des fois c'est un peu plus subtil que ça. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Et je pense qu'une personne novice qui arrive en France, on aura bien du mal à lui expliquer ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Bon, d'abord... Aujourd'hui, on s'aperçoit que effectivement, la moindre petite phrase, apparemment la plus innocente, il y aura toujours des gens pour se précipiter dessus. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, Barack Obama a donné une interview à CNN là-dessus, sur le wokisme et la cancel culture, qui, paraît-il, n'existe pas, qui sont de purs fantasmes. Mais alors, il faudrait avertir le président Obama que ça n'existe pas parce que lui, il y croit. Et donc, dans cette interview à CNN, bon, il commençait par dire, certes, bien sûr, le racisme aux États-Unis, la ségrégation, ça n'a pas totalement disparu, il y a encore des choses à faire, des progrès à faire, etc. Mais ça ne justifie pas tout ce qui se fait au nom de la cancel culture. Et vous avez des gens comme ça qui passent leur temps dans des tweets, des hashtags, à traquer les autres, à essayer de les coincer sur telle phrase qu'ils ont prononcée, et après, ils sont tout fiers d'eux. Bon, voilà, c'est-à-dire qu'il perçoit très bien tout ce qu'il y a de posture et, comme je le disais moi aussi, de volonté de maîtrise et de domination des autres, dans cette manière de traquer les autres sur le langage, sur les mots qu'ils utilisent. C'est des mots que vous n'avez pas le droit d'utiliser. Voilà. Alors, quand je dis que ça peut aller très loin, il me revient en mémoire qu'il y a quelques années, parce que vous savez, on peut être accusé, bien sûr, de racisme, y compris si on fait partie soi-même de la population dite racisée. C'est arrivé on parlait de Zineb El Razoui, souvenez-vous des attaques qu'elle a eu à subir de la part de certains rappeurs, etc., qui se sont montrés d'une incroyable grossièreté à son égard. C'est le cas de Malika Sorel, par exemple. Ça a été le cas de Kamel Daoud, ça a été le cas de Boualem Sansal, et ça a été le cas de Jeannette Bougrab. Et c'est l'exemple qui me revient est celui-ci. Elle avait fait une déclaration qui me semblait aller de soi en disant il n'y a pas d'islamisme modéré. Bon. Alors, je dis, ça semble aller de soi parce que ça fait des années qu'on nous répète qu'il ne faut pas confondre l'islam et l'islamisme. Il y a d'un côté l'islam, religion de paix et de tolérance, comme chacun sait, et puis il y a l'islamisme qui en est la terrible et sanglante déviation. Bon, donc dire qu'il n'y a pas d'islamisme modéré, ça devrait être une évidence. Eh bien non, dans le journal Le Monde, Jeannette Bougrab s'est fait attaquer pour avoir fait cette déclaration. Donc ça, alors apparemment, il faut croire qu'aux yeux de ses détracteurs, non seulement l'islam c'est très bien, mais l'islamisme c'est pas si mal que ça, pourvu qu'il soit modéré. Il règne en quelque sorte un climat de terreur intellectuelle, au fond, que votre premier livre, d'ailleurs, relatait très bien la manière dont on intimide dans le débat. Bon, je préfère parler d'intimidation que de terreur, si vous voulez. Bon, il y a bien sûr une volonté... Bon, oui, si vous voulez. Bon, il y a un certain terrorisme intellectuel. Bon, j'évite un petit peu d'utiliser les gros mots, si vous voulez. Bon, je préfère parler d'un climat d'intimidation. D'intimidation, tout à fait. Qui est extrêmement inquiétante. Et c'est un fonctionnement de type totalitaire. On n'est pas du tout une société totalitaire, mais il y a quand même des germes, il y a des réflexes. Il y a des gens qui sont totalitaires dans leur tête, alors même qu'ils n'ont pas la possibilité de l'être dans la réalité, bien sûr. Ils instillent dans l'ambiance, dans l'air que l'on respire,
cette idée qu'il faut accuser pour ne pas être accusé. J'ai l'impression que dans énormément de dénonciations, il y a au fond un psychisme assez torturé, enfin, qui vit lui-même sous la terreur, là pour le coup, et qui a besoin de désigner le fasciste, le raciste, l'extrême droite, tout ça, pour ne pas lui-même en être accusé, pour se démarquer. Et ça, c'est un mécanisme qui est très, très pervers et qui mine toute possibilité d'association un peu transversale. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui va en désigner un autre comme extrême droite pour ne pas lui-même être accusé, ou en tout cas pour se démarquer très clair et dire que lui est clean. Donc il faut toujours un bouc émissaire, systématiquement, pour épurer les collectifs. Oui, mais ça, c'est voué à l'échec parce que toutes les révolutions dévorent leurs propres enfants et on devient toujours le raciste ou le fasciste de quelqu'un d'autre. Et il suffit de très peu de choses. Et alors, on rejoint un petit peu la question que vous posiez tout à l'heure. Bon, qu'est-ce qui explique tout ça? Bon, je vous ai dit, pour moi, ce que je vois d'essentiel, c'est quand même la volonté de puissance et de domination, de maîtrise d'autrui. Et d'ailleurs, la maîtrise par le langage, c'est une chose qui est très importante. C'est pour ça qu'un des éléments essentiels de cette idéologie, c'est la dimension de police du langage. Et si vous voulez, et vous avez un passage c'est de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll où Alice dit de sa petite voix raisonnable, mais quand même, la question est de savoir si on peut faire dire aux mots n'importe quoi. Et Humpty Dumpty lui répond, la question est de savoir qui sera le maître. Un point, c'est tout. Voilà. Eh bien, celui qui maîtrise le langage, qui peut coincer constamment son langage, il est le maître, il les intimide, il les empêche de parler. Et d'ailleurs, ils peuvent le faire, ils le font sans se préoccuper de cohérence, car ils n'hésitent pas eux-mêmes à utiliser les mots dont ils prétendent priver les autres. J'en avais donné, ça devait être dans mon premier livre, plusieurs exemples à propos de termes dont on condamne l'usage. Bon, par exemple, le mot identité. Bon, voilà. Si vous parlez d'identité, vous êtes tout de suite identitaire, de même que si vous rappelez une chose élémentaire que la première tâche de l'État, c'est d'assurer la sécurité des citoyens, vous êtes sécuritaire. Bon. Donc l'identité, c'est très mal, parce que c'est refermé sur soi, ça veut dire qu'on est figé, qu'on ne veut pas bouger, qu'on est contre l'accueil de l'autre, etc. Bon. Donc voilà, haro sur l'identité, avec toutefois quelques exceptions, parce que si vous allez dire à un de ces progressistes que oui, il n'y a absolument pas d'identité palestinienne, alors là, oulala, attention, là on... Ou d'identité de gauche. Ou d'identité de gauche, voilà. Voilà, parce que, oui, mais j'avais pris cet exemple il y a quelques années, c'était juste après l'élection de Macron, lorsque, je crois que c'était il y a un article dans Mediapart qui rappelait les valeurs qui font l'identité de la gauche, etc. Et je disais, mais attendez, est-ce que l'identité de la gauche, c'est pas d'évoluer avec Macron, un peu de fluidité, de mixité, de fluidité, d'ouverture à l'autre, etc. Ah non, mais alors là, attention. Voilà. Bon, le mot d'identité. Deuxième mot dont on avait fait la chasse, là c'était à l'époque, en 2008, à l'époque où a éclaté l'affaire Guggenheim, dont j'ai parlé dans mon premier livre. Alors là, il y avait le mot de dette. Bon, c'était alors dire Guggenheim avait parlé d'une dette, ce qui n'a rien d'original et ce qui est absolument vrai. Enfin, sur le fond, en tout cas. Bon, on peut toujours contester le mot dette, mais de la dette à l'égard de la civilisation grecque. Bon, alors, et donc il est accusé de nier l'héritage, l'apport musulman. Bon, très bien. Et vous avez une des tribunes vengeresses contre lui qui portait pour titre oui, l'Occident est redevable au monde musulman. Bon, voilà. Être redevable de quelque chose à quelqu'un et avoir une dette envers quelqu'un, quelle est la différence? Il y en a une, elle est vraiment ténue. Bon, voilà. Donc, on a le droit de parler de dette à condition
que le débiteur soit européen, chrétien, occidental, et que le créancier soit musulman, mais pas dans le cas contraire. Bon. Autre exemple encore, toujours dans le même contexte, celui de civilisation. Bon, voilà, parler de civilisation, oh là là, parce que si vous parlez, alors on s'en est pris à Braudel, à sa grammaire des civilisations, etc. Parler de civilisation, c'est très mal, parce que ça laisse supposer qu'il y a des civilisés et qu'il y a des barbares. Donc, il ne faut pas parler de civilisation. Bon, il faut déconstruire le monument Braudel, avait-on dit, etc. Bon. Et alors, j'ai le souvenir d'un article qui était paru dans Oumma.com, un article d'un intellectuel, un philosophe, professeur à l'école de maths supérieure, Marwan Rached, alors qui était tout un article où il faisait la leçon un peu doctement au pape Benoît XVI, et puis il se proposait dans cet article de déconstruire le concept de civilisation. Alors il y avait toute une déconstruction du concept de civilisation, et puis tout à la fin, il disait il serait quand même temps de comprendre que la civilisation musulmane ne se réduit pas au harem et au thé à la menthe. Bon, voilà, même chose. C'est très mal de parler de civilisation, sauf, bien sûr, s'il s'agit de la civilisation musulmane. Au fond, l'idéologie, on pourrait la qualifier, c'est une question, est-ce qu'on pourrait la qualifier d'anti-occidentale, au sens où, d'un côté, on va valoriser en permanence les autres cultures, on va dévaloriser la culture occidentale, les islamistes, les communautaristes, les racialistes vont l'attaquer en permanence, la discréditer, et de l'intérieur, donc par les woke, qui sont toujours plus exigeantes envers elle, et qui finissent par la considérer comme l'incarnation du mal absolu. Il y a ça. Vous vous souvenez peut-être de, ça remonte aux années 70, cette phrase de Susan Sontag disant la race blanche est le cancer qui a ravagé le monde. Enfin, je cite approximativement, mais c'est ça. Bon, à l'époque, il y avait encore des races. Bon, elles ont disparu depuis, mais Susan Sontag elle croyait à la race blanche. La race blanche est le cancer qui a ravagé le monde, quelque chose comme ça. Bon, vous avez une sorte de masochisme, d'auto-accusation. Il faut battre sa coulpe. Bon, et voilà, on a parfaitement intériorisé Edouard Saïd, par exemple. Aujourd'hui, vous en avez qui ont pris le relais d'Edouard Saïd, des gens comme Hachi Mbembe, par exemple. Bon. Si vous lisez ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent, mais vous voyez, ça suinte partout. L'hostilité, la hargne, la rancœur, la haine de l'Occident, du monde occidental. Et ce sont des choses que nous sommes priés d'intérioriser. Bon, alors, regardez dans les enseignements, d'ailleurs, de l'histoire, il faut de plus en plus, bien sûr, s'ouvrir. Alors, il faut des choses qui soient plurielles, mondialisées, les autres cultures, etc., voilà, une sorte d'ouverture à l'autre qui est infinie, indéterminée, et un certain encouragement à la détestation. Voilà, on ne peut plus fêter, la victoire telle victoire de Napoléon. Vous voyez, vous vous souvenez à quel épisode je fais allusion. En revanche, Waterloo, il n'y a pas de problème. Bon, si vous voulez, on en est là. On est amené constamment à battre sa coulpe et à ne penser notre histoire que sous le rapport de ce qu'elle a de plus terrible, de plus mauvais. Donc il faut parler le plus possible de la colonisation, de la traite. Alors lorsqu'on parle de la traite, bon là bien sûr vous vous souvenez que vous avez un historien qui a eu des ennuis épouvantables parce qu'il a publié un livre, un essai d'histoire globale. Voilà, Olivier Grenouillot, voilà, où il a montré qu'à côté de la traite, la seule dont on parle et la seule dont on ait fait un crime contre l'humanité, il y a eu aussi la traite intra-africaine et la traite arabe qui ont fait davantage de victimes, qui ont duré plus longtemps. Bon, voilà, ça c'est des choses
qu'il faut dissimuler. Une femme politique connue a déclaré qu'il ne fallait pas en parler pour ne pas culpabiliser les jeunes arabes. Bon, mais en revanche, les jeunes non-arabes, il n'y a aucun problème à les culpabiliser. Il y en a qui doivent porter la faute, le péché d'ancêtres qui ont vécu il y a des siècles et qui n'ont jamais connu, et d'autres qui n'ont pas à porter le poids de ce que leurs ancêtres ont fait. Et alors là encore, on se retrouve dans un système raciste, en fait, qui prétend être antiraciste, mais qui est raciste. Alors justement, est-ce que c'est étonnant, il y a vous avez évidemment remarqué dans l'espace public une multiplication de l'inversion du sens des mots, et particulièrement dans les milieux décoloniaux, indigénistes, etc., et déconstructeurs. Je pense par exemple les antifascistes ont des comportements des fascistes. Ce sont eux, aujourd'hui, qui sont vraiment des miliciens du califat, en quelque sorte. Je pense aux indigénistes. Ils se disent des indigènes. Un indigène, c'est quelqu'un qui est né sur la terre de ses ancêtres. Ce sont plutôt les Français de souche qui sont les indigènes. Ce sont des décoloniaux, mais c'est exactement le contraire. Ce sont eux qui sont en situation d'imposer leur culture dans une terre étrangère. Donc c'est eux qui ont un comportement de coloniaux, de colons. La France insoumise, évidemment, le terme est très frappant. Ce sont des soumis, ce sont des dhimis, ce sont des gens qui sont les plus soumis à l'islam que l'on connaisse. Et tout ça, on pourrait le démultiplier. L'écriture inclusive est exclusive, etc., etc. Comment vous expliquez cette... donc, tout à l'heure, vous parliez effectivement très pertinemment de la maîtrise du sens des mots. Là, on assiste à une destruction du sens des mots. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on nous enlève même les possibilités de penser, de rétablir le sens véritable des mots. Oui, mais enfin, tout ça est très orwellien. On est vraiment plongé là-dedans. D'ailleurs, oui, alors qu'il s'agisse soit d'inverser le sens des mots, soit, moi, c'est davantage là-dessus que j'avais insisté dans proscrire l'emploi. Mais je songe, par exemple, à cette avocate qui est devenue un petit peu médiatique, et il y a quelques années, elle préconisait d'inscrire dans la Constitution une disposition interdisant de faire usage du mot race. Et c'était assorti de la justification suivante: en interdisant l'emploi du mot, on empêchera de penser la chose. Bon, là, on se croirait vraiment dans 1984. C'est vraiment la novlangue, et c'est quasiment ce qui est dit explicitement dans Orwell. Bon. Mais alors, et qu'est-ce qui, au fond, c'est très paradoxal, parce qu'on a une classe sociale qui a un discours idéologique qui est en fait qui est quasiment suicidaire. C'est-à-dire qu'elle tient un discours anti-occidental, un Occident sur lequel elle règne. Comment vous expliquez ce paradoxe-là, qui me semble un effet nouveau dans l'histoire? Parce que tout à l'heure, vous l'avez très bien relaté, l'idéologie a toujours existé, l'idéologie dominante a toujours existé, reflet d'une classe dominante, mais je n'ai pas souvenir que ces idéologies étaient autodestructrices. Oui, alors oui, bien sûr, c'est suicidaire si l'on veut, mais en même temps, le problème, c'est que celui qui adopte cette posture ne se pose pas vraiment ce problème. Celui qui dénonce le racisme, le fascisme et tout ce que vous voulez, et celui qui dénonce les privilèges de l'homme occidental, qui dénonce le privilège de la blanchité, etc., mais dans l'acte même de dénoncer, il s'élève au-dessus de ce qu'il est. C'est-à-dire que dénoncer, c'est s'accepter. Et donc, si vous voulez, il dit « nous », mais derrière ce « nous », ce qui est dit subliminalement, c'est « vous ». Parce que moi, à partir du moment où je le dénonce, je suis de l'autre côté. Bien que je sois blanc, c'est comme si j'étais noir. Je suis du côté des opprimés, et c'est vous qui êtes les oppresseurs. Donc en fait, il y a une manière de battre sa coulpe qui consiste à battre sa coulpe sur la poitrine des autres.
Oui, c'est ce que Daniel Sibony appelle la culpabilité narcissique. On est d'autant plus narcissique qu'on est culpabilisé, et plus on est culpabilisé, plus on se grandit, effectivement. Il y en a qui font la comparaison avec la révolution culturelle de Mao, où il y avait, c'était sur des, je crois qu'il y a un long film qui était sur le sujet, où on voyait l'espèce de choses assez impressionnantes, où les révolutions s'enchaînaient, et les révolutions antérieures étaient mises au pilori, etc. Il y avait une espèce de folie collective. Oui, mais où par exemple la personne qui avait la semaine d'avant poussé tout le monde à faire du métal se retrouvait en prison parce que ça avait été un échec complet, et il y avait une nouvelle personne qui reprenait en fait le crachoir pour aller dans une nouvelle direction complètement folle. Et on retrouve ça un peu des fois dans le wokisme, où il y a des délires qui, alors pour l'instant ils sont plutôt à durer quoi, malheureusement. Mais on pourrait, enfin, on a vu ça quand même sur la pédophilie, où dans les années 68, 70, il y a une espèce de vague qui est maintenant un peu honteuse. Mais est-ce qu'on est dans ce même phénomène? Alors, oui, alors oui et non. On peut les rapprocher, comment dire, du point de vue, si vous voulez, de la mécanique mentale. Hein, c'est-à-dire que vous avez des gens qui, effectivement, chez nous, se comportent ou rêvent de se comporter exactement comme sous la révolution culturelle de Mao. Hein. Voilà, bien sûr, et qui ont d'ailleurs qui veulent rééduquer les autres. Si vous avez vu certains écrits de Houria Boutelja, hein, elle parle explicitement de nous rééduquer. Hein. Bon. Donc ça, bien sûr. Alors maintenant, là où ça n'est pas comparable, c'est que nous ne vivons évidemment pas dans le même contexte historique, hein, et que, si vous voulez, la possibilité d'accomplir certains actes, elle dépend du contexte. Bon, quand on voit quelqu'un comme Mélenchon, regardez le rapport que Mélenchon entretient avec la Révolution. C'est assez amusant, ça fait penser à Freud. Vous avez un passage dans Freud où Freud explique ce que c'est que le névrosé. Hein, et donc il prend une comparaison. Hein, il dit, bon, hein, le névrosé, c'est quelqu'un qui a refoulé un traumatisme qu'il a subi dans l'enfance. Hein, et bon, il l'a refoulé, mais ce qu'on refoule, ça ne disparaît pas, ça continue à travailler, et puis en plus, et puis un beau jour, ça finit par exploser, et ça provoque donc le symptôme névrotique. Bon. Et il prend la comparaison suivante, il dit, au fond, c'est comme, par exemple, un Anglais hein, qui, passant devant le monument qui commémore le grand incendie de Londres, se mettrait à fondre en larmes. Hein, c'est-à-dire, c'est un événement qui s'est passé il y a très très longtemps, qui n'a plus aucune raison de faire souffrir, et qui ne fait souffrir aucune personne normale, mais le névrosé, lui, eh bien, il en souffre encore. Voilà. Alors, vous prenez, si vous voulez, quelqu'un comme Mélenchon, mais quand il parle de la Révolution française, c'est comme s'il y était encore et comme s'il vivait cette passion comme quelque chose de présent. Hein. Il se met en colère contre les Girondins. Hein. Brissot, c'est infâme, etc. Et il fait l'éloge de Robespierre, de Marat, de Saint-Just, hein, c'est-à-dire de ce qu'il y a eu de plus sectaire, de plus terrible, de plus violent hein, dans la Révolution. Bon, il y a chez lui des fantasmes de têtes coupées, de sang qui coule, de grands soirs, etc. Bon, simplement, la différence, bien sûr, s'il avait vécu à l'époque, on sait très bien ce qu'il aurait fait. Bon, maintenant, il vit dans le contexte de la France du XXIe siècle, qui est en Europe, qui a toute une histoire, qui a des voisins, qui a des trucs. Bon, et bien sûr, il ne sera jamais en position de faire ce dont il rêve, si vous voulez. Hein, vous voyez. Alors, question plus générale, si le clivage gauche-droite n'est plus pertinent, sur quoi nous sommes entièrement d'accord avec vous, quels pourraient être les nouveaux clivages aujourd'hui, qui pourraient être fertiles pour essayer de comprendre les oppositions et les rapports de force d'aujourd'hui? Oui. Alors, il y en a un que j'ai suggéré dans la préface de mon dernier livre, en disant que le clivage peuple-élite était certainement aujourd'hui plus pertinent, plus éclairant que le clivage gauche-droite qui est complètement brouillé. Bon, d'ailleurs, je pensais à cela en citant les travaux de Christophe Guilluy et bien sûr de Jean-Claude Michéa.
Bon, en même temps, si vous voulez, ça n'est pas totalement satisfaisant parce que les notions de peuple et d'élite, si elles sont plus pertinentes, ne sont pas plus claires et distinctes que celles de gauche et de droite. Hein. D'abord parce que le peuple, qu'est-ce que c'est que le peuple? Bon, ça peut désigner le peuple souverain, bien sûr, et à ce moment-là, c'est l'ensemble des citoyens. Ça peut désigner les prolétaires, hein, les classes populaires, mais là aussi, les classes populaires, c'est très difficile de les définir, exactement comme les classes moyennes. Vous savez que les sociologues et économistes n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur la définition des classes moyennes, et que selon les critères qu'on adopte, les classes moyennes, ça va de 30 à 80% de la population. Bon, alors les classes populaires, c'est pas plus facile de déterminer qui y appartient, même si on a une certaine représentation, bon, les ouvriers, les employés, etc. Bon, mais dès qu'on entre avec dans le monde enseignant, dans quelle mesure il y appartient ou pas, est-ce qu'on les définit à partir d'un critère économique, mais est-ce que le critère économique est le plus pertinent? Bon, enfin, vous voyez, ça soulève toutes sortes de questions difficiles. Alors, bon, donc c'est une opposition qui, alors, de toute manière, elle est pertinente. Bon, moi, je vais vous dire en quel sens elle l'est pour moi. Là, je réponds vraiment en auditeur de la radio qui entend la manière dont une certaine élite, une partie de l'élite, celle des médias, des journalistes bien pensants de la radio publique, parle des classes populaires. Hein, en tout cas, de la manière dont il se représente, si vous voulez, un certain peuple, hein, sous la figure du beauf, si vous voulez, bon, et de l'électeur qui vote mal. Bon, hein, vous vous souvenez peut-être que dans les années 90, cette déclaration de Bernard Tapie, hein, qui avait dit, hein, si Le Pen est un salaud, il faut avoir le courage de dire que ses électeurs sont aussi des salauds. Bon, ça a été repris sous une forme à peine différente par une des humoristes de France Inter il y a quelques années, Sophia Aram, qui avait traité les électeurs de Le Pen de gros cons. Bon, actuellement, vous avez un humoriste de France Inter, un certain Guillaume Meurice, qui régulièrement, le matin, alors lui, sa spécialité, c'est des micro-trottoirs. Alors, il interroge les gens, il sélectionne, hein, les propos les plus imbéciles et les plus stupides qu'il peut trouver, il les passe, et tout le monde s'esclaffe devant, hein, les beaufs, les bidochons, hein, voilà, ceux qui votent mal, etc. Bon, alors là, il y a, si vous voulez, ce mépris de caste, hein, de cette élite autoproclamée à quelque chose effectivement d'insupportable. Bon. Et donc je comprends très bien, si vous voulez, que certains contestent l'usage effectivement abusif qui est fait aujourd'hui de la notion de populisme. Hein. Bon, c'est le cas de Michéa, par exemple. Bon. En même temps, si vous voulez, il est vrai que le populisme peut présenter certains dangers. Hein, et bon, j'avoue que moi, je me sens un petit peu mal à l'aise lorsque j'entends ces dénonciations, ces sarcasmes sur les énarques, par exemple. Bon, bien sûr, tout le monde. Les énarques, comme les autres, peuvent se tromper, faire des bêtises, dire des âneries, etc., et en commettre. Bon, cela dit, il y a parmi eux des gens qui sont tout à fait compétents, qui sont d'un excellent niveau, et des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui sont capables de faire un travail extrêmement sérieux, si vous voulez. Donc, il y a aussi une certaine démagogie. Hein, il y a une démagogie antipopuliste, il y a aussi une démagogie populiste. Donc, voilà, ce sont des notions, si vous voulez, qui sont difficiles à manier. Hein. Et puis, donc, les élites, il y a différentes élites, il y a des élites intellectuelles, des élites financières, etc. Donc, qui appartient à l'élite, qui appartient au peuple, hein. Vous savez, quand vous avez cette opposition, c'est celle de Podemos ou d'autres, là, nous sommes les 99%. Bon, c'est bien gentil, les 99%, mais si vraiment l'opposition est entre les 1% et les 99%,
vous allez mettre dans les 99%, parce que pour être dans les 1%, il faut gagner quand même au moins 10 000 euros par mois, je pense. Bon, donc vous allez mettre dans la même... Alors, je ne suis pas sûr que tous les journalistes de France Inter dont je parlais arrivent à dépasser les 10 000 euros, certains peut-être, mais sûrement peut-être pas tous. Bon, et en tout cas, parmi les universitaires, les mandarins, les maîtres de conférences, etc., ils gagnent tous moins que ça. Donc vous allez mettre dans le même sac que les gens qui le méprisent souverainement. Vous voyez, et tout ça, ce serait le peuple. Bon, donc c'est pas non plus une catégorie qui est tout à fait satisfaisante. Voilà. Bon, là, c'est le clivage dont j'avais parlé. Si vous me posez la question, il y a un deuxième clivage que j'entrevois, qui serait plus pertinent aussi que le clivage gauche-droite. C'est celui de l'opposition entre ceux qui se préoccupent, comme on a dit, de la fin du mois et ceux qui se préoccupent de la fin du monde. Bon. Alors, je connais bien le slogan qui dit fin du monde, fin du mois, même combat. Bon, c'est une manière peut-être un peu facile et rapide de résoudre le problème de manière purement verbale, hein, parce que non, il y a de réels problèmes qui sont posés, parce que la croissance, hein, c'est quand même quelque chose qui n'a pas profité uniquement aux 1%. Hein, quand vous voyez, alors, que l'on voit les choses à l'échelle d'un pays ou à l'échelle de la planète, si vous voyez quand même ce qui s'est passé depuis 60 ans dans le monde, hein, dans les années 60, vous aviez la famine touchait un homme sur 3. Bon, aujourd'hui, c'est un homme sur 10. Si vous regardez les progrès de l'espérance de vie, le recul de l'illettrisme sur la planète, enfin, si vous voulez, après 60 ans de mondialisation libérale, il y a quand même une croissance qui a sorti. Vous avez des pays qui étaient sous-développés, qui ensuite ont été en voie de développement et ensuite émergents. Bon, ils n'ont pas tous complètement émergé. Vous avez tous ces gens du tiers-monde, du Sud, hein, qui nous disent, attendez, vous avez la croissance, vous avez pollué la planète, etc. Et maintenant, que ça vous a profité à vous, vous dites, vous fermez la porte et vous dites, vous n'avez plus le droit. Bon, alors qu'ils sont dans des situations qui sont loin d'être aussi favorables que la nôtre. Donc, ça sont des problèmes considérables qu'il y a à résoudre, et on ne va pas les résoudre par un coup de baguette magique. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un clivage une division, si vous voulez, qui me paraît plus pertinente, elle aussi, que l'opposition droite-gauche. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un clivage que je proposerais entre les mouvances totalitaires et les autres, tout simplement? C'est-à-dire entre les gens qui veulent rééduquer les masses, qui veulent violenter la société pour imposer leur vue, et les autres. Voilà. Dans la première catégorie, j'explique rapidement, on pourrait mettre une bonne partie des journalistes, on pourrait mettre les résidus de véritable extrême droite qu'il y a, on mettrait les islamistes, on mettrait une partie des woke, etc. Et de l'autre côté, évidemment, qui serait majoritaire, les autres qui sont pour la pluralité des opinions, la confrontation, le jeu démocratique, etc. Ah oui, alors ça, ce clivage-là, il n'est pas récent. Hein, bon, l'opposition démocratie, totalitarisme, etc., ça rejoint au fond des vieux débats entre, si vous voulez, entre Sartre et Aron, entre Sartre et Camus, etc. Bon, moi, évidemment, je suis né avec ça, hein, et depuis toujours, j'ai su de quel côté je me trouvais. Bon, hein. Sauf que la catégorie des totalitaires est en train de s'étoffer. Oui, bien sûr. Ah, mais oui, parce que le totalitarisme a des charmes, si vous voulez. Il a un caractère effectivement sécurisant. Hein. À la fois, il apporte une certaine sécurité, et puis aussi, dès lors qu'on est du bon côté, un moyen de domination et de puissance par rapport aux autres, oui. Au fond, comment vous définiriez l'idéologie d'un point de vue, vous êtes philosophe, qu'est-ce que c'est qu'un individu qui a un discours idéologique? Ah, bon, l'idéologie. Bon, c'est un peu difficile parce que c'est un terme qui est polysémique. Hein. Bon, vous savez qu'à l'origine, il n'a pas du tout de connotation péjorative. Hein. C'est un terme qui apparaît
tout à la fin du XVIIIe siècle, dans les dernières années. Il a été utilisé pour la première fois, je crois, en 1796 par Destutt de Tracy, et ceux qu'on a appelés les idéologues, c'était ça, Destutt de Tracy, Cabanis, etc. Bon, pour eux, ils voulaient élaborer une science des idées. Bon, c'était une construction intellectuelle. Bon, c'était quelque chose qui était parfaitement axiologiquement neutre, si vous voulez. Alors, la deuxième étape, ça a été Marx. C'est Marx qui a donné au concept d'idéologie l'idée, si vous voulez, que l'idéologie, c'est un discours qui exprime les intérêts d'une classe sociale, de la classe sociale dominante, mais qui exprime ses intérêts sans qu'elle-même, elle le sache. C'est donc quelque chose qui est particulier, mais que celui qui a cette idéologie prend pour une vérité universelle. Par exemple, si vous voulez, l'idée de la séparation des pouvoirs. Bon, celui qui pense que c'est une bonne chose, il faut qu'il y ait une séparation, enfin une distinction, si vous voulez, du pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, etc. Il prend cela pour une vérité universelle de sciences politiques, si vous voulez, ou de philosophie politique. Bon, en fait, va dire le philosophe marxiste, ça exprime la structure sociale réelle de la société où cette idée est apparue. C'est-à-dire qu'il y a en fait une séparation réelle des pouvoirs entre la noblesse, la bourgeoisie, la noblesse qui est en perte de vitesse, qui est concurrencée par la bourgeoisie qui a le pouvoir économique, par la noblesse de robe, puisque le roi a dû, pour financer ses guerres, etc., s'appuyer sur la bourgeoisie, lui donner toutes sortes d'avantages qui vont lui permettre d'augmenter son pouvoir. Bon, il y a le pouvoir royal, mais qui est lui-même extrêmement limité, équilibré. Le roi ne peut pas faire... Il n'y a jamais eu de monarchie absolue au sens propre du terme. Il y a toutes sortes de corps intermédiaires. Il doit tenir compte. Il y a le pouvoir religieux qui ne se confond pas avec le sien. Il y a le parti dévot qui limite le pouvoir du roi, qui lui-même limite ce pouvoir. Bon, donc il y a une séparation réelle des pouvoirs dans la société et elle trouve son expression idéale et idéal, sous forme de quelque chose qui serait une vérité universelle, mais qui exprime simplement, si je puis dire, la vérité d'un temps. Bon. Voilà. Alors, l'idéologie, donc, elle exprime une structure sociale, elle exprime les intérêts d'une certaine classe, et elle est en même temps le moyen de garantir, de défendre et de faire fructifier ses intérêts. Donc, elle a aussi un intérêt pratique, si vous voulez. Mais chez l'individu, ma question portait plus sur la personne qui parle et qui répète en fait un discours de tout fait. C'est très très courant en fait dans la vie courante. Les gens très souvent ne font que répéter ce qu'ils entendent. Ils répètent pas tout évidemment. C'est une sélection qui se fait sur des bases idéologiques précisément. Qu'est-ce que c'est qu'un individu qui parle, qui est parlé en Oui, fait. alors là, il faudrait passer peut-être à un autre sens, si vous voulez, du mot idéologie. Lorsque Hannah Arendt, par exemple, parle d'idéologie, c'est pas exactement dans le sens de Marx. Pour elle, l'idéologie, c'est d'abord, comme l'indique le mot, la logique d'une idée. Donc une idée que l'on déploie jusqu'au bout. Et évidemment, lorsqu'on déploie jusqu'au bout, ça peut aboutir parfois à des choses délirantes. Bon. Et là, ce qui va davantage la caractériser, c'est qu'elle détermine un monde en quelque sorte manichéen. Dans l'idéologie, il y a le bien et le mal. Alors là, si vous voulez, c'est cette dimension qui répondra peut-être davantage à votre question, parce que l'idéologie, elle rassure, elle conforte, elle assure non seulement, elle nous assure que nous sommes dans le bien, si vous voulez, et puis elle assure un certain confort intellectuel qui est à la mesure même, disons, de son simplisme et de son manichéisme. Voilà, un film où on sait où sont les bons et les méchants, où les bons sont en blanc, les méchants en noir, où il y a les cow-boys et les Indiens. Bon, voilà, on n'a pas trop à se casser la tête. Il y a moins de nuances et moins de réflexion, si vous voulez. Et à l'inverse, quel pourrait être
les moyens pour un individu de sortir de son idéologie. Parce que nous parlons de l'idéologie dominante, mais la société est traversée d'idéologies, de multiples idéologies. À la limite, on peut, enfin de prêt-à-penser, je veux dire, de discours tout faits que l'on répète. Quelles peuvent être les ressources pour l'individu pour arriver à sortir de cet entrelac d'automatisme de pensée? Oui, alors, si vous voulez, je ne suis pas sûr que ce soit, essentiellement intellectuel. Hein. Pour moi, je pense que c'est ce que je disais au début en vous disant, tous les gens on ne peut pas expliquer des choses par la bêtise, hein, parce que cette idéologie est portée par des gens qu'on ne peut pas soupçonner d'inintelligence. Bon. Et de même, je crois que c'est davantage une question de morale. Hein, et c'est ce que... si vous voulez, c'est ce que disait Michéa dans la préface qu'il avait rédigée pour mon livre Scènes de la vie intellectuelle en France. Hein, Michéa se référait précisément à Orwell et il disait ceci. Hein, il parlait de l'idée si chère à Orwell, selon laquelle le charme vénéneux de l'idéologie dépend beaucoup moins, en fin de compte, de compétences savantes ou intellectuelles que d'un véritable effort moral, pourtant à la portée de tous. Bon. Et je crois qu'effectivement, c'est cela. Résister à l'idéologie, ça demande beaucoup moins d'intelligence que de courage et de fermeté. Il faut ne pas se laisser intimider. L'essentiel de l'idéologie, c'est qu'elle est intimidatrice. Eh bien, il faut ne pas se laisser intimider, ne pas avoir peur de dire ce qu'on voit et de voir ce qu'on voit, en sachant que, oui, on va être accusé d'être d'extrême droite, mais au fond, est-ce que c'est tellement important à une époque où quasiment tout le monde l'a été? Bon, d'ailleurs, c'est quelque chose qui remonte un petit peu loin. Là, auparavant, au XXe siècle, l'accusation, c'était plutôt d'être fasciste. Bon, mais quand vous voyez, si vous avez lu les mémoires de Simone de Beauvoir, vous vous souvenez peut-être que dès 1945, elle traitait De Gaulle de fasciste. C'était quand même un petit peu fort de café, parce que le général de Gaulle avait quand même eu dans la résistance au fascisme un rôle un peu plus important et décisif que Simone de Beauvoir, qui en 1942 encore travaillait à Radio Vichy. Mais voilà, vous avez toujours des gens qui vont vous qualifié de fasciste, de raciste, vous accusez, vous le pénisez, vous accusez d'être d'extrême droite, etc. Bon, je crois qu'il faut avoir suffisamment de fermeté et de courage pour ne pas se laisser impressionner. Mais tout le monde n'en est pas capable. Regardez, je prends un exemple tout récent. À l'extrême gauche, vous avez François Ruffin. François Ruffin qui, il y a 15 jours de ça, ou 3 semaines, je ne sais plus, fait une déclaration dans laquelle il dit, cette histoire de gestation pour autrui, on ne devrait peut-être pas mettre ça au premier plan de notre programme, etc. Bon, il se fait taper sur les doigts, aussitôt, c'est scandaleux. Il est extrême droitisé et piteuse reculade, ah oui, j'ai eu tort, j'ai été maladroit, j'aurais pas dû dire ça. Voilà. Voilà, il faut faire le contraire, je crois. Mais est-ce qu'à l'inverse, il y a le courage, évidemment, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir l'excès contraire, c'est-à-dire de prendre systématiquement le contre-pied et de tomber dans la caricature, dans la provocation, dans la surenchère, uniquement parce que on sent qu'il y a une idéologie qui est sacrée et on veut la profaner. Oui, bien sûr. Alors vous avez entièrement raison. Mais moi précisément, j'ai toujours essayé précisément de me garder de cela. Il ne s'agit pas du tout pour moi, si vous voulez, dénoncer le politiquement correct. Ce n'est pas du tout, dans mon esprit, faire l'apologie du politiquement incorrect et de cultiver la provocation. Alors, s'il y a des choses que l'on peut reprocher précisément, et je l'ai fait à plusieurs reprises, à Éric Zemmour, à quelqu'un comme cela, c'est précisément des outrances provocatrices qui ont un côté... Quelles sont les ressources pour l'individu? S'il a besoin de courage d'un côté, quelles sont les ressources
dont il peut avoir besoin pour éviter de tomber justement dans la provocation et dans l'outrance. Parce qu'on passe facilement de l'un à l'autre aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut essayer tout simplement d'avoir le souci du vrai. D'avoir le souci du vrai et du juste, c'est des choses simples et élémentaires. Avoir le souci du vrai et du juste, et parce que finalement, être homme, c'est cela. Vous savez, une des phrases que je préfère chez les philosophes, chez Aristote, c'est celle qui ouvre le premier livre de la métaphysique. C'est « L'homme est naturellement fait pour connaître ». Voilà. Il faut connaître. Et connaître, bien sûr, c'est connaître le vrai. Et c'est cela, l'esprit humain est naturellement orienté vers la connaissance, c'est-à-dire vers la recherche du vrai. Il faut se laisser aller à cela. Castoriadis vous répondrait que l'être humain est plutôt un être de croyance, plutôt que de connaissance. Ah, mais écoutez, s'il est un être de croyance, est-ce qu'il l'est naturellement ou est-ce que c'est quelque chose de second ? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il est découragé de l'effort de connaître que la croyance est plus facile ? Il est naturellement... Parce que vous me citez Castoriadis, je ne sais plus où il dit cela, mais je songerais plutôt à Descartes. Qu'est-ce que nous montre Descartes, après d'ailleurs les stoïciens ? C'est que, bien sûr, c'est que l'enfance, c'est l'âge des préjugés. Le préjugé, qu'est-ce que c'est ? Le mot l'indique très bien. Préjugé, c'est lorsque l'on juge avant d'avoir la capacité de juger. Bon. Or, nous commençons tous comme cela. Au point de départ, la raison n'est pas encore développée en nous, au moins jusqu'à ce que les stoïciens appelaient l'âge de raison. Bon. Et donc, nous croyons naturellement ce qu'on nous dit. Nous croyons ce que nous disent nos parents, nous croyons ce que nous dit l'instituteur, nous croyons ce qu'on dit à la radio, ce qu'on dit à la télé, etc. Bon, et puis, petit à petit, eh bien, on va se défaire de ces croyances, les mettre en question, les mettre en doute et avancer vers la connaissance. C'est ça l'esprit critique. Donc, si on parle, disons, d'un point de vue chronologique, oui, Castoriadis a raison, mais il a raison au sens où Descartes a raison. Nous commençons inévitablement par la croyance. Mais si on se place non pas d'un point de vue chronologique, mais d'un point de vue ontologique ou gnoséologique, alors, et c'est de ce point de vue-là que se place Aristote, lorsqu'il dit que l'homme est naturellement fait pour connaître, il ne parle pas de l'enfant, parce que pour lui, l'enfant est un homme en puissance. Mais l'homme, c'est ce qui est au terme du processus, c'est ce qui est achevé, c'est pas ce qui est au point de départ, vous voyez ? Vouloir le vrai, et est-ce qu'il n'y a pas aussi une capacité qui me semble beaucoup manquer chez mes contemporains, à poser des questions qui n'ont pas de réponse a priori. C'est-à-dire de laisser une question ouverte, de laisser l'esprit chercher dans l'ouverture de la question. J'ai beaucoup l'impression d'être dans une société où les gens ont déjà leurs conclusions et ne cherchent plus qu'à argumenter pour justifier leurs conclusions. C'est très, très répandu dans le milieu militant, qui s'étend d'ailleurs, malheureusement, parce que les journalistes sont quasiment des militants. Aujourd'hui, ce sont des gens qui partent des conclusions et qui habillent en fait leur mouvement de passion avec un habillement de raisonnement, mais qui ne suit pas une logique. La logique n'est pas requise pour leurs propos. Oui, bien sûr, mais ce que vous dites, c'est la raison. C'est la raison d'être de la philosophie, depuis l'origine, depuis Platon. Depuis Platon, c'est ça. On part de quoi ? Vous avez la vieille opposition grecque entre doxa et épistémé, entre l'opinion et la science. Et bien évidemment, ce qui est premier dans l'ordre chronologique, c'est l'opinion, c'est les idées reçues. Et il est inévitable qu'il en soit ainsi. Bon, et tout le travail qu'il y a à faire, c'est précisément de passer de l'opinion à la science. Bon, et quand on a été professeur de philosophie toute sa vie, c'est ce qu'on a essayé de faire toute sa vie avec des élèves. On arrive avec des élèves, bien sûr, qui sont pas tout neufs, si je puis dire. À 18 ans, on a déjà acquis toutes sortes d'idées, de croyances qu'on a héritées de son milieu, pas seulement le milieu familial, le milieu des copains qui a largement autant de poids et d'influence. Bon.
Et voilà, c'est tout cela qu'il va falloir remettre en question, et on leur fait lire précisément des textes parfois très anciens, parce que à certains moments, ils peuvent se rendre compte, ben oui, que les choses ne vont pas de soi, qu'elles n'étaient pas aussi simples, voilà, et qu'il y a une démarche à entreprendre pour aller vers le vrai. C'est toute la philosophie. Vous venez d'entendre la deuxième et dernière partie de l'entretien d'André Perrin, Discours médiatique et idéologie dominante. Rendez-vous dans 15 jours pour un autre entretien sur le secret de l'Occident avec David Cossandet. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site hérétiqueaupluriel.fr. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.